Aujourd'hui, dans notre jury balado, on va parler de la pratique auprès des personnes victimes de violences conjugales et post-séparation. Pendant cette conversation, on va discuter de la pratique du droit auprès des personnes victimes, du fait que c'est parfois un choix, mais qu'en fait, c'est plus souvent imposé. Ça arrive par la force des choses. Ça peut devenir une passion, une vocation, mais que dans tous les cas, il va falloir désapprendre et réapprendre à travailler différemment. Ce qu'on veut surtout partager, c'est que si vous vous reconnaissez dans cette conversation, vous n'êtes pas seul, puis il y a des petites solutions. Nos jurys balado permettent aux juristes et autres professionnels de la communauté juridique de se former sur certains sujets précis et de s'ouvrir à des enjeux qu'ils ou elles rencontreront très certainement dans leur pratique auprès des personnes victimes et survivantes de violences. On s'arrête un instant pour vous dire que ce balado parle de violences conjugales et de violences à caractère sexuel. Bien contente d'en traiter avec douceur, c'est un sujet qui pourrait vous bouleverser. Aujourd'hui, je suis avec Roxane Charpentier. Roxane, tu es avocate depuis 2015 et tu pratiques comme avocate senior chez Juripop dans l'équipe de litige en violence conjugale. C'est un champ d'expertise qui est devenu une vocation pour toi. Puis on dénote toute ta persévérance puis ta créativité dans ton travail pour faire sortir la violence conjugale de l'angle mort du droit de la famille. C'est d'ailleurs grâce à ta grande ténacité que tu as, en 2020, obtenu la première ordonnance de protection en matière civile en contexte de violence conjugale. J'ai dit d'entrée de jeu, tu es avocate depuis 2015. Est-ce que tu as toujours pratiqué du droit de la famille? As-tu toujours représenté des personnes victimes? Non, j'ai pas représenté des personnes victimes au début de ma pratique, mais j'ai toujours fait du droit de la famille. Il y a toujours eu quand même un appel social. J'avais besoin d'être en contact direct, comme avec le client, puis à l'époque, le client, maintenant que nous nommons personne requérante. Mais donc, j'avais vraiment besoin de ce contact humain-là. Et je savais que le droit de la famille allait pouvoir me permettre ça. J'ai beaucoup voulu travailler auprès des enfants par le passé, avant de commencer la pratique. Puis, vraiment, ça m'a mené vers le droit familial qui, finalement, sans être en contact direct avec les enfants, c'est quand même... C'est tout ce qui motive la pratique, c'est l'intérêt de cet enfant-là. Puis quelle est cette définition d'intérêt d'enfant? Surtout quand on a une pratique en violence conjugale, on peut se questionner longtemps sur cet intérêt supérieur-là, puis ça va être un de nos sujets de prochain jury balado, justement. Moi, j'ai un souvenir de toi, Roxane, juste avant la pandémie. T'es venue me voir à mon bureau, puis on était toutes deux praticiennes en droit de la famille, et on pensait qu'on savait ce que c'était pratiquer en droit de la famille en contexte de violence conjugale. Aujourd'hui, on sait qu'on avait 2-3 croûtes à manger. Mais à ce moment-là précis, qu'est-ce qui te motivait à vouloir faire partie d'une équipe qui allait consacrer sa pratique à une contrée qui n'était pas encore défrichée? Ça me permettait pour moi de pousser plus loin le droit de la famille qui était ce que je connaissais, et j'avais l'impression que j'avais un peu exploré tout ce que j'avais à faire là, en droit de la famille. Puis j'avais comme un besoin de sentir que j'allais plus loin puis que j'allais changer les choses et non juste essayer de défricher qu'est-ce qui existe déjà. Donc, d'amener les juristes à avoir des nouvelles définitions de c'est quoi la sécurité, de c'est quoi la violence, de c'est quoi l'intérêt de l'enfant. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai eu ça a été comme un appel pour moi, dans le sens où j'ai fait une grosse erreur dans un dossier. À ce moment-là, j'étais au service juridique, donc j'étais vraiment juste avocate en droit de la famille. J'avais des personnes victimes de violences conjugales qui, pour moi, à ce moment-là, c'était une cliente parmi tant d'autres. Là. Je veux dire, c'était une réalité que j'avais déjà touchée par le passé, mais j'adoptais pas une pratique qui était différente avec elle. Et on dirait que c'est vraiment avec cette personne requérante-là que j'ai vu c'était quoi les différences que je devais adopter, puis les réflexes
que je devais développer qui devaient être différentes de ceux par le passé parce que les erreurs qu'on fait, en tout cas, cette erreur-là que j'ai faite était beaucoup plus grave là, que si ça s'était déroulé dans un dossier dans lequel il n'y a pas l'aspect de violence conjugale. Puis c'est d'avoir fait cette erreur-là qui m'a amenée à comprendre puis à m'intéresser à la réalité de cette personne requérante-là. Et puis, je me souviens t'avoir appelé, t'avoir demandé qu'est-ce qu'on fait dans des cas comme ça. Puis je pense que c'est vraiment ça qui m'a amenée à me rendre dans ton bureau cette journée-là puis dire, tu sais, j'ai fait cette erreur-là, mais maintenant, j'ai vraiment le goût de plus la refaire. de plus la refaire, puis de corriger ça, puis de plus penser, de savoir que je fais la différence auprès de ces personnes-là. C'est intéressant parce que, si je me dis peut-être que d'autres personnes peuvent se retrouver dans cette situation-là où il y a plusieurs choses qui nous échappent, mais ce qui nous échappe pas, c'est qu'il faut prendre un chemin différent. Puis, tu sais, je le répète, même si on est en début de conversation, mais ça peut être ça l'appel aussi, de se dire, il y a quelque chose qui m'échappe, je pense qu'il faut que je travaille différemment. Puis, il y a des gens... on peut s'entourer, puis on peut s'outiller. Puis visiblement, depuis les dernières années, c'est ce qu'on fait. Fait que je comprends que pour toi, ça a été, oui, un premier dossier, une personne requérante, mais aussi une action particulière qui a fait changer ton fusil d'épaule, finalement. Là. Bien, qui m'a fait vraiment pas... qui m'a rendue extrêmement curieuse et appelée à... changer ma pratique, puis à vouloir être beaucoup plus consciente des actes que je posais, puis de me conscientiser, puis de me rapprocher de cette pratique-là que j'adore, tu sais, puis mais que chacun des actes posés, il est réfléchi, de prendre plus mon temps aussi, parce que ces personnes requérantes-là ont ce besoin-là de temps qu'on leur donne. Et ça me faisait tu sais, je voulais pas que cette erreur-là soit en vain. C'est comme, ça me rassurait, c'est un petit peu égoïste finalement, mais j'avais comme besoin de sentir que je la referais plus, puis au contraire, tu sais, j'irais plus loin que ça, puis j'aiderais d'autres personnes, puis j'avais donc vraiment besoin d'être impliquée à plus grande échelle que seulement avec cette personne requérante-là. Puis ça m'a vraiment amené aussi une curiosité à vouloir comprendre c'est quoi leur réalité, puis pourquoi les enjeux que cette personne-là avait, pourquoi est-ce qu'ils étaient... aussi complexe, aussi grave. Comment ça se fait qu'elle se rappelait pas des dates d'événements de violence? Comment ça se faisait aussi que moi, je voulais qu'elle se rappelle de ces dates-là? Comment ça se faisait que j'avais pas le réflexe de lui demander combien de fois est-ce qu'elle avait déménagé à cause de monsieur qui la suivait? Tu sais, j'avais comme vraiment besoin de m'outiller à comprendre mieux leur réalité pour mieux les représenter, mais aussi pour mieux changer le droit dans cet aspect-là. Puis, est-ce que tu penses que de manière générale, en litige, on aurait tout avantage parfois à prendre un petit pas de recul, qu'on représente des personnes victimes ou non? Est-ce que des fois, tu sais, même si c'est une pratique qui va nous être imposée parce que, on se fait dire par notre patron, tu prends tous ces dossiers-là, puis peut-être que sur les 10, il y en a 4 en violence conjugale, mais est-ce que si on adopte dans tous les cas un pas de recul ou justement un moment de pause, il est possible qu'on ait cet appel ou ce déclic-là que tu as eu? C'est sûr. C'est sûr qu'un pas de recul, ça peut être c'est utile. Je sais juste pas s'il est possible pour la plupart des gens qui pratiquent en droit de la famille, parce qu'on parle d'une pratique, mettons, qui est imposée ou quand c'est un patron. Puis moi, c'était le cas, là. C'est pas moi qui choisissais mes dossiers. Mais la réalité, c'est qu'en droit familial, la plupart du temps, c'est même pas qu'on peut pas choisir nos dossiers, c'est qu'on prend les dossiers qui viennent à nous. Oui. C'est ça, la pratique d'une personne qui pratique seule. C'est souvent le genre d'avocat qu'on va retrouver, des praticiens seuls qui n'ont pas d'adjoint juridique, qui n'ont pas de techniciens, qui n'ont pas d'accès aux cliniciennes auxquelles on a accès. Donc, c'est comment ajuster cette réalité-là, qui est celle de la pratique en droit familial, avec le temps qu'on doit prendre avec les personnes requérantes pour que le processus judiciaire leur soit réparateur ou leur soit plus doux, mais qu'il y ait une impression de justice aussi, puis que le système les écoute, puis comment je pense que ça prend du temps pour qu'on réussisse à convaincre le système d'écouter ces personnes requérantes-là qui ont beaucoup à dire.
Fait qu'un pas de recul dans ma situation, ça se faisait super bien, c'est merveilleux. Je veux dire, je suis salariée, j'ai la possibilité de réfléchir à ça puis de me mobiliser. Après ça, je choisis d'être dans un organisme à but non lucratif. Je choisis le salaire que j'ai présentement, je choisis je choisis de ne pas aller dans une pratique privée. Est-ce que les gens en pratique privée ont le luxe de se poser cette même question-là? Je sais pas. Si on réfléchit, quelle solution on propose, aussi petite soit-elle? Mais j'ai l'impression que c'est comme plus grand que nous, là. Il y a tout le dossier des avocats qui sont payés en mandat privé par l'aide juridique, qui ne sont pas payés beaucoup, qui ne peuvent pas se permettre de prendre des dossiers qui sont aussi complexes puis qui demandent autant de temps quand, finalement, en bout de ligne, tu es payé 1 000 $ pour un dossier sur lequel tu vas avoir passé des centaines d'heures. Parce que la réalité, c'est ça, c'est qu'on travaille, c'est qu'on travaille des centaines d'heures sur un dossier en violence conjugale. Bon, après, on essaye de changer les choses. Oui. Là, il y a façon, je pense, de travailler dans un dossier en violence conjugale sans avoir... sans écrire une plaidoirie pendant 4 heures, par exemple. Effectivement, parce qu'on réfléchit à chaque mot puis on veut être sur la définition. Parce qu'on a le projet quand même aussi qu'on veut suivre. Les solutions, je pense, ça dépend tellement à quel public on s'adresse. T'sais. Est-ce qu'on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas le choix puis qui prend 4 mandats sur 10 parce que son patron lui a dit ça? Si on s'adresse à lui, bien, moi, je pense que c'est essentiel qu'il prenne un pas de recul, qu'il vienne faire les formations, qu'il vienne comprendre c'est quoi la violence conjugale, parce que quand on la comprend, je pense qu'on a plus de facilité à travailler avec cette violence-là, puis on a plus de facilité à peut-être se détacher de la personne requérante puis qu'est-ce qu'elle vit pour être en mesure de mieux la représenter, tu sais. Si on parle à quelqu'un qui n'a pas le choix puis qui prend les dossiers qui viennent puis qui prend les dossiers sur des mandats d'aide juridique, je ne sais pas c'est quoi la solution. On n'a pas encore trouvé la solution. La solution, c'est d'être conscient. Je pense aussi qu'il y a un certain temps qu'il va falloir mettre là-dedans, qu'il va falloir mettre dans l'apprentissage, qu'il va falloir mettre dans les formations, dans les ressources, se retourner vers d'autres ressources ou envoyer la personne requérante vers d'autres ressources, mais tu peux pas le faire. Tu sais, en tant qu'avocat, je pense qu'on veut tellement tout prendre là, sur nos épaules, mais la réalité, c'est que ces femmes-là vivent énormément de choses et il y a énormément de ressources qui existent pour les aider puis pour nous aider dans notre travail d'avocat pour être en mesure de faire notre travail d'avocat. Parce que des fois, on se retrouve dans la position où on fait partie du filet de sécurité, mais on tient le filet à bout de bras. Puis l'idée, c'est aussi, en fait, c'est plutôt d'être un maillon solide du filet, peut-être de l'avoir tenu à bout de bras pendant un temps, mais d'avoir ajouté des mailles qui font en sorte que ce n'est plus que sur nos épaules à nous. De savoir, je pense, si on n'est pas équipé aussi pour supporter toutes les émotions qui viennent avec la violence conjugale, de savoir qu'il y a des intervenantes en maison d'hébergement à l'externe qui peuvent faire les rencontres avec les personnes requérantes et les avocats, qui peuvent, auprès desquels, des fois, on peut se référer pour dire, ben moi, j'ai besoin de telle information de madame. Je ne sais pas comment lui demander, de savoir que ces ressources externes-là existent, peuvent nous décharger d'un... Existent et souhaitent aider les avocats dans leur travail. Absolument. Considérant que les avocats jouent un rôle de première ligne, je pense que les intervenants qui vont graviter, puis que peut-être que c'est l'avocat qui va devoir les mettre autour de la personne requérante, ces ressources-là, puis ce filet de sécurité-là, mais ce n'est que pour l'aider. Donc, peut-être que c'est la solution, c'est de faire quand est-ce que la multidisciplinarité n'est pas la solution? Je ne sais pas. Moi non plus. Mais je pense que là, ça pourrait énormément jouer, puis ça pourrait permettre de déloader, de décharger l'avocat qui en a beaucoup à faire, puis qui a d'autres dossiers aussi. Qui ne sont pas nécessairement des dossiers avec des personnes victimes de violences. Dans ton parcours et dans mon parcours aussi, je pense que c'est important pour moi d'en parler. Puis
je souhaite qu'on en parle parce qu'il peut y avoir cette personne-là aussi dans le parcours d'une autre personne qui va faire en sorte, pas cette personne-là précisément, mais une personne ou un livre, un article, un film, un journaliste qui traite de nouvelles puis qui fait une différence dans le parcours. Mais pour nous, ça a été, je pense, notre rencontre avec Claudine Simon, criminologue, qui a vraiment... puis là, je parle pour nous, puis tu me corriges si c'est pas ce que tu penses, mais qui nous a vraiment permis et offert la paire de lunettes dont on avait besoin pour pratiquer différemment, puis qui a vraiment, en fait, je vais dire, tout changé là, dans notre façon de travailler. Mm-hmm. Ben, dans notre façon de comprendre la violence conjugale, je pense dans notre façon de... C'est comme on avait les lunettes, on avait le goût, mais comme elle a comme mis la prescription dedans, tu sais, la bonne prescription. Fait que c'est absolument, c'était en plus d'être un rayon de soleil quotidien avec lequel on avait le privilège de travailler, sa façon de vulgariser la violence conjugale, puis de nous valider dans nos interventions, puis de mettre des mots sur les interventions qu'on faisait, qu'on savait pas que c'était des interventions qu'on était en train de faire, mais qu'après ça, de venir nous valider, puis de venir dire c'est exactement ça qu'il fallait que tu fasses, puis ce que tu as fait, ça s'appelle X, Y, tu sais, ou ce que tu as fait, c'est exactement ce qu'il fallait que tu fasses dans ces circonstances-là. Moi, c'est sûr que ça a tout changé, puis ça m'a énormément validé dans mon quotidien avec les personnes requérantes, là. Et tu sais, quand on dit s'entourer, aller vers les ressources, moi, je pense que pour n'importe quel avocat, il existe une Claudine Simon. Il va y avoir une personne qui va comprendre le travail. Je pense que ça prend un minimum de compréhension de la réalité du juriste nécessairement pour pouvoir travailler justement en multidisciplinarité. Claudine, ça a vraiment été ça. Puis tu le dis, la vulgarisation, mais aussi s'entourer de personnes qui rendent simple ce qui est excessivement compliqué parce que c'est complexe, la violence conjugale et la violence post-séparation. Ça n'a pas de prix. Donc, ce que j'ai aussi envie qu'on dise aux gens, c'est aller vers les bonnes personnes. Pas qu'il existe de mauvaises personnes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si on souhaite parler de violence conjugale, on se retourne vers une maison d'hébergement. Si on souhaite parler de violence post-séparation, on se retourne peut-être vers une maison de deuxième étape. On fait nos recherches pour voir si les personnes à qui on parle ont des connaissances dans un sujet précis. Si on parle de sécurité, de plan d'intervention, de filet de sécurité, de facteurs de protection, bien, on se retourne vers des gens qui font de ça leur quotidien. Puis après ça, c'est là où la multidisciplinarité va embarquer parce que nous, ben, notre quotidien, c'est l'article 33, le meilleur intérêt de l'enfant, une ordonnance de sauvegarde, la chambre de pratique. Puis c'est là où ça va se magnifier, je pense, pour n'importe qui. Puis là, peut-être que j'ai des lunettes un peu roses, mais je vois pas comment ça pourrait pas être un duo de choc. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, elle est arrivée dans nos vies. On a à peu près le même nombre d'années de pratique, mais je veux dire, après 6-7 ans. Mm-hmm. Donc, tu sais, je pense qu'une fois qu'on la cherche, bien, puis elle est arrivée assez rapidement une fois qu'on a décidé de mettre nos lunettes de violence conjugale. Donc, tu sais, je pense qu'effectivement, une fois qu'on sent que l'appel est là, puis qu'on veut en savoir plus, puis qu'il y a cette curiosité-là, puis de mieux outiller nos personnes requérantes, de s'entourer des bonnes personnes, c'est sûr que c'est précieux. On disait que notre rencontre avec Claudine, ça a été pour nous le déclic. Puis ben, depuis qu'on a notre paire de lunettes, en tout cas, moi, je suis pas sûre que je l'enlève même pour me coucher, là. Mais disons là, qu'on fait une pratique où il faut l'enlever, la remettre, l'enlever, la remettre. Est-ce qu'il faut vraiment l'enlever puis la remettre? Est-ce qu'on peut la conserver, mais être conscient que tous nos dossiers ne sont pas nécessairement des dossiers où est-ce qu'il y a de la violence conjugale, puis à ce moment-là, on devient juste comme humain des meilleurs alliés?
Ben, j'espère que oui. J'espère que oui, parce que ça va être la réalité de la plupart des avocats en droit familial, de la plupart des praticiens. Mais je pense que si on n'est pas capable de l'enlever, quand on travaille avec deux publics qui sont différents, c'est peut-être qu'on ne saisit pas assez bien c'est quoi les différences entre un conflit puis les différences entre un contexte de violence conjugale. Ceci étant dit, je pense qu'il y en a beaucoup des dossiers en droit familial qui ne sont pas des dossiers de violence conjugale. Absolument. Puis que c'est... Est-ce qu'on va se fatiguer à voir la violence conjugale partout? Est-ce que c'est épuisant, là? Ça reste une pratique qui est très lourde. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Puis pour faire attention, il faut bien saisir la différence quand on a une pratique qui est ciblée avec les deux. Moi, je ne retournerais pas à une pratique généraliste. Je ne crois pas que je serais en mesure de... En fait, je suis persuadée que je ne serais pas en mesure de retourner à une pratique généraliste en droit de la famille parce que j'ai pas envie de les enlever, ces lunettes-là. Oui, c'est ça. Parce que c'est cette pratique-là qui me drive, puis c'est cette pratique-là dans laquelle je sens que je fais la différence. Malgré le nombre de refus et le nombre de non et le nombre de portes fermées sur lesquelles on se bute constamment, c'est les personnes requérantes qui nous permettent d'avancer. Donc, puis les personnes requérantes sont très, très différentes dans un contexte de violence conjugale que des personnes en droit de la famille. Moi, je suis devant des personnes extrêmement reconnaissantes, considérant qu'on les valide aussi beaucoup. Je pense que souvent, on est les premières personnes, les avocates en violence conjugale, à les valider, à leur dire c'est vrai, c'est de la violence conjugale. Souvent, on est les premières personnes à leur dire ça, considérant que c'est quand ils sentent que la garde de leur enfant est remise en considération qu'ils vont se tourner vers un avocat, qu'ils vont se tourner vers un professionnel. Souvent, vont être le premier professionnel vers qui ces personnes requérantes-là vont se tourner. Puis, je vois une reconnaissance inouïe là, dans leurs yeux, peu importe les aboutissements. Parce que le chemin... Ouais. Parce que le chemin qui a mené à l'aboutissement aussi. La volonté, comme on dirait, en violence conjugale est tellement différente dans le sens où le droit de la famille, les personnes qu'on représente, c'est son dossier, son enfant, sa personne, et c'est louable. Je veux dire, c'est la chose la plus importante aux yeux de cette personne-là. Mais la personne requérante en violence conjugale, surtout chez Juripop, considérant qu'on leur explique c'est quoi notre projet, mais on les sent tellement motivés par l'appel d'aider, l'appel d'empathie, l'appel de vouloir changer les choses eux aussi, que c'est comme finalement on fait tout ça en équipe, puis c'est ce qui nous permet, je pense aussi, de trouver l'énergie de continuer, puis d'aller plus loin, puis de pousser les choses. Alors qu'autrement, on aurait peut-être eu le réflexe d'arrêter. Puis de dire ce qu'on entend encore, on plaidera pas la violence conjugale parce que on va obtenir des droits, on va conserver vos droits plus facilement, on va vous éviter d'avoir l'air coucou devant les tribunaux, alors qu'en fait, majoritairement, les personnes requérantes, ce qu'elles veulent, c'est être entendues. Puis être entendues sur leur vécu de violence, c'est pas avoir l'air coucou. Non. Au contraire. Et moi, ce que je retiens, c'est de ce que tu as nommé tantôt, c'est que si un avocat, une avocate n'est pas en mesure nécessairement d'enlever ses lunettes puis que ça devient difficile de faire la différence, alors c'est pas un pas de recul envers nos clients qui est nécessaire, mais c'est un pas de recul peut-être envers nous-mêmes, puis qu'il existe des ressources pour se former. Ça nous amène, je trouve, à discuter de comment on se sent comme avocat qui fait cette pratique, ou plutôt par quoi on passe comme avocat qui fait cette pratique, qu'on soit en équipe. Tu l'as mentionné plusieurs fois, puis dans les balados précédents aussi, on en parle, on travaille en équipe, en multidisciplinarité. Chez Juripop, on est 5 avocates, une technicienne, des intervenantes, mais
il peut y avoir donc des avocats en pratique privée qui sont seuls, mais je pense que la solitude ou le sentiment de solitude est vrai aussi, bien qu'on travaille en équipe. Tout comme la fatigue, tout comme le découragement, tout comme la colère, comment on vit, puis pourquoi on passe par ces émotions-là quand on fait une pratique auprès des personnes victimes de violences. Bien, j'aurais tendance à prendre chacune des émotions qui étaient nommées séparément. En ce que l'isolement, par exemple, je la sens de la communauté juridique puis de la profession. Je sens vraiment que notre pratique est complètement différente, puis que les personnes, nos collègues contre qui on va être dans les dossiers, les juges, les juristes devant qui on va passer également, je sens que c'est très isolant parce que c'est pas une pratique encore qui est connue, c'est pas une pratique qui est comprise. C'est une pratique dans laquelle les formations existent, mais qu'il n'y a pas nécessairement l'attrait, ou en tout cas, on développe cet attrait-là. Puis cette complexité-là, je veux dire, des fois, en fait, la violence conjugale, souvent, ce qu'on se fait dire, c'est que ce n'est pas une expertise en soi dans le système de justice. Donc, n'importe quelle experte, peu importe la formation, a la capacité d'identifier la violence conjugale et de comprendre la violence conjugale, alors qu'au contraire, la violence conjugale, c'est un aspect qui est complètement différent puis qui devrait être... Donc, par la force des choses, on est très isolé dans cette pratique-là, puis dans cette compréhension-là. Puis c'est drôle, j'en parlais récemment ce matin, mais des fois, je me retrouve démunie devant la base des choses que je dois expliquer. Tu sais, c'est comme on doit revenir à tellement loin dans la base de que la violence, par exemple, que la violence conjugale, c'est pas juste de la violence physique. Donc, je me sens tellement dépourvue quand j'arrive devant ces montagnes-là, des fois. Puis ça m'amène à l'isolement juste de ma communauté pratique, de ma communauté juridique. Puis effectivement, une chance qu'on a, l'équipe qu'on a au sein de Jury Pop, qui est absolument merveilleuse, puis qui nous permet pour moi, qui me permet en tout cas de résoudre cette émotion-là. Bien, c'est fatigant d'être isolé ou de se sentir isolé aussi, en plus de la fatigue professionnelle, des heures qu'on peut travailler dans un dossier également. Là. Puis je pense que la fatigue nous amène aussi à être capable de nous détacher de la douleur que les personnes requérantes vivent. Moi, j'ai la chance d'être capable de fermer mon ordinateur puis de m'en aller écouter une télésérie puis de m'occuper de mon enfant puis de ne pas penser à la douleur que la personne requérante que j'ai passé la journée ou que les 12 personnes requérantes dans qui j'ai travaillé dans les dossiers dans la journée, elle m'accompagne pas le soir. J'ai cette chance-là. C'est pas donné à tout le monde. Puis je pense pas que c'est nécessaire non plus pour vouloir avoir cette pratique-là. Mais je pense que c'est nécessaire quand tu arrives à un moment où est-ce que la fatigue, je pense que ça peut être, ça peut s'accumuler, puis ça peut être très lourd à porter de pas se distancer de cette douleur-là, puis de cette réalité-là. La fatigue, donc, de compassion qu'on a envers nos personnes requérantes. Puis le manque de compassion qu'on a envers nous-mêmes à ces moments-là aussi. Tout à fait. Aussi. Puis le manque de compassion qu'on reçoit de la communauté juridique également. Le manque de compassion, le manque de validation, parce que... Que ce soit conscient ou inconscient, là, parce que je pense qu'il y a une grande partie qui est inconsciente, là, puis je me fais même pas l'avocat du diable. Là, je pense sincèrement, comme tu le disais, des fois, il faut tellement comme se remonter les deux manches pour expliquer des concepts si simples qu'il y a une partie qui ne peut, à mon sens, qu'être inconsciente. J'espère. Moi, je me dis ça pour mieux dormir, tu sais, des fois le soir. Parce que c'est décourageant. Tantôt, je disais, on vit du découragement, puis ça en fait partie. Oui, puis le découragement vient quand on reçoit des jugements, quand on argumente avec le tribunal, quand on reçoit un mauvais jugement, quand on argumente avec les parties adverses, avec
avec nos collègues. Tu sais, je pense à se faire chicaner parce qu'on décide de prendre en charge les communications. Tu sais, notre personne requérante nous demande de dire, ne se sent pas en mesure d'écrire au père pour dire A, B, C, D, peu importe. peu importe. Genre, nous sommes allés au rendez-vous de première de routine et tout s'est bien passé. Donc, elle nous demande, pouvez-vous le faire? Puis après ça, on se fait chicaner de prendre en charge les communications. C'est décourageant. C'est décourageant pour nous, c'est décourageant pour la personne requérante à qui on a envie de donner un facteur de protection, de qui on a envie d'être le bouclier. Puis cette violence-là se perpétue tout le temps, souvent. Fait que c'est décourageant face au système de justice qu'on a présentement à plusieurs niveaux. Mais c'est parce que c'est comme si c'est un moyen, dans le fond, dans le sens où on offre un parcours, on offre un type de représentation à la personne requérante dans laquelle on fait équipe avec elle, où on la valide, où on met en place des facteurs de protection, filets de sécurité, où on s'assure que les besoins sont répondus. Et puis, on sait que c'est exactement ça qui répond à ces besoins parce qu'on va voir une amélioration, on va voir un changement dans sa reprise de pouvoir exactement. Et puis, quand on fait cette même proposition-là au tribunal, et puis que, ben, comme tu dis, on se fait chicaner, ou au contraire, c'est refusé, par exemple, c'est pas accepté, mais c'est comme si ça devient un peu dissonant. D'un côté, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui répond aux besoins, puis de l'autre côté, ça fonctionne pas, puis c'est refusé, puis ben la dissonance amène énormément de découragement et de colère, j'ai envie de dire. Mais c'est que c'est tellement aussi, le droit familial est comme... C'est très litigieux, puis les avocats prennent beaucoup personnel les dossiers qu'ils ont. Puis moi, j'ai des... On dirait qu'avec la pratique de la violence conjugale, ça m'a tellement permis de prendre un recul. Je pense que j'étais quand même une avocate qui faisait ça, qui embarquait beaucoup dans le litige avec mes confrères, consoeurs, puis qui était très... Il y a une partie de fun à ça aussi. Là. Oui, tout à fait. Je veux dire, j'ai pas choisi le métier d'avocate parce que j'aime pas la confrontation. Là. On va pas se le cacher. Mais on dirait qu'avec la violence conjugale, je suis juste comme, hey, on sera juste pas d'accord. Donc, qu'est-ce que t'en penses qu'on se parle de façon respectueuse et que on se chicane, pas chicaner, mais je veux dire, et qu'on s'en jase devant un juge? C'est comme tone it down, tu sais, je veux dire, ou juste comme, juste prends un pas de recul, puis comme, c'est correct, ton client peut dire qu'il n'est pas d'accord avec les allégations de violence conjugale, mais est-ce que tu es obligé de dire que c'est complètement absurde, notre demande que les communications passent par nous? Non, pas du tout. Ça pourrait simplement être parfait, vous faites qu'est-ce que vous voulez, nous, on va faire qu'est-ce qu'on veut. Puis nous, notre client va continuer à communiquer avec madame. Qu'est-ce que, tu sais, ça serait comme un niveau de... En tout cas, la querelle se retrouve à tellement d'endroits. Oui, dans la vie des personnes. Dans la vie des personnes requérantes, mais dans la vie des avocats en droit familial aussi. Que c'est ça, cette colère-là, finalement, on l'entretient, puis on l'alimente. Oui, puis en ayant la pratique qu'on a, c'est comme si à un moment donné, il faut faire un choix de colère, là, parce que c'est la colère qui tend vers l'indignation ou c'est la colère qui tend vers la colère, finalement. Complètement. Puis ça peut être, des fois, je veux dire, j'ai aucun doute que mes confrères, consoeurs, quand ils reçoivent mon courriel qui ne répond pas aux 3/4 de leurs questions, sont en colère. Ils sont en colère contre moi. J'ai des fortes chances qu'ils n'écouteront pas le podcast. Puis s'ils l'écoutent, grand bien leur face. Je suis très contente qu'ils le fassent. Ceci étant dit, je pense que ça serait tellement, tellement pertinent qu'on se donne une pause puis qu'on n'entretienne pas cette colère-là entre confrères et consoeurs.
À ça, tu vois, tout à l'heure, moi, je trouvais pas de solution nécessairement, ni toi d'ailleurs, pour une pratique généraliste, mais on dirait que là, si tu me demandes de trouver une solution pour changer la nature même du litige, je sais pas si, je pense qu'on va avoir besoin d'un autre balado. C'est sûr. Tantôt, je faisais un peu la différence entre la colère qui tend vers la colère, puis la colère qui tend vers l'indignation. Puis j'ai envie de te demander, sans qu'on fasse une psychothérapie, là, comment va l'avocate de litige en droit de la famille en contexte de violence conjugale en ce moment? Sans qu'on fasse de la psychothérapie, je pense que c'est très thérapeutique, qu'est-ce qu'on se dit en ce moment. Tu me poses la question, mais tu le sais, on travaille ensemble tous les jours. Où est-ce que j'en suis présentement? Je trouve que c'est très difficile de mener les troupes. Je trouve que c'est très difficile présentement d'avoir un espoir. On a, remise en contexte, on a reçu un jugement très... En fait, ça fait une couple. J'oserais dire, ça fait une couple de défaites qu'on essuie. Puis le dernier est très difficile à avaler de par la proximité. Donc, justement, ça nous ramène au début d'être en mesure de prendre du recul par rapport à cette pratique-là. Mais de par la proximité de ce qu'on avait réussi à acquérir. Comme connaissance. À la cour, comme ordonnance, comme ordonnance. En fait. J'ai beaucoup de difficultés à prendre du recul du terrain qu'on avait gagné, puis de ce qu'on avait réussi à obtenir, qui changeait vraiment qui allait changer complètement le cours de notre pratique à cette époque-là. Puis de recevoir le jugement la semaine dernière, je trouve ça très difficile à avaler, puis je me compte chanceuse parce que j'ai 3 ans de pratique maintenant en violence conjugale auxquelles je peux me rattacher. J'ai plusieurs personnes requérantes auxquelles je peux me rattacher, mais d'essuyer des défaites comme ça quand on a 3 mois, 6 mois, 1 an de pratique, qu'est-ce que c'est, tu sais? Puis c'est ce que je dois donner présentement à l'équipe puis aux filles avec qui je travaille. Puis je trouve ça difficile en essuyant cette défaite-là. Mais ce qu'on se dit aujourd'hui, ça m'apporte quand même du réconfort. Du réconfort, puis de la rassurance que c'est une étape à passer. Puis je pense que pour changer les choses, on va se retrouver à beaucoup plus de non que de oui. Vient un moment, je pense, dans la pratique où on oublie les oui, puis on oublie les belles victoires qu'on a réussi d'obtenir, surtout quand on reçoit un jugement qui efface une victoire qu'on avait obtenue. Mais j'essaie de me ramener à ces victoires-là, j'essaie de me ramener au quotidien, tu sais, je veux dire, dans ma pratique juridique. Mais j'ai la chance aussi de faire partie d'un projet qui, à plus grande échelle, continue de changer les choses malgré qu'est-ce qui se passe devant le juge. La praticienne en moi, en ce moment, est pas nécessairement à un bon endroit. Je crois que ça vient beaucoup avec la femme en moi, qui est pas vraiment à un bon endroit avec toutes les nouvelles épouvantables qu'on reçoit en tant que femme dans les dernières semaines. On se fait bombarder d'invalidation puis de droits. Le contexte social est extrêmement difficile présentement, de manière générale. Et on dirait que je suis fatiguée d'être une femme en 2022. Et j'ai 31 ans, donc je salue... 32, pardon. Et je salue mes âmes sœurs, femmes qui elles en ont plus ou moins derrière la cravate. Mais je trouve ça... En ce moment, je trouve ça épuisant d'être constamment en bataille, mais je trouve ça aussi rassurant de savoir que j'ai un but, puis que qu'on a un but précis, puis qu'on a un projet, puis un plan, puis d'essayer de suivre ce plan-là. Donc, présentement, la praticienne en moi va se retrousser les manches, mais les manches sont pas mal longues présentement, là. Par ailleurs,
ça nous prend 2-3 petits facteurs de protection, je pense, comme praticien. Puis là, on dit facteur de protection, puis il n'y a pas si longtemps, on ne savait pas nécessairement ce que ça voulait dire. Bien, d'abord, c'est quoi un facteur de protection? Quand on dit facteur de protection, puis l'idée, c'est pas de donner un cours d'intervention à personne, là, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met en place quand on parle de facteur de protection? Pour nous, les facteurs de protection, c'est quelque chose dont on a besoin pour un peu pour se faire notre carapace, pour se faire notre bouclier, pour avoir de la compassion envers nous-mêmes. Ces facteurs de protection-là, c'est des méthodes qui vont nous permettre de mettre un pied devant l'autre, puis de rendre des situations qui pourraient être très lourdes, plus douces envers nous-mêmes, puis plus bearable, j'ai juste le nom en anglais, mais plus viable. Ben, c'est le mur qu'on met devant la solitude, la fatigue, le découragement, la colère aussi. Pour pas les vivre, mais pour pas que ça envahisse, là. C'est ça, pour pas les vivre au même, à un niveau... Dans une intensité 10 sur 10, mettons. C'est ça. C'est ça. Toi, Roxane, en ce moment, là, c'est quoi tes facteurs de protection? Pour moi, je vais parler de l'équipe au quotidien là, avec qui je travaille. 3 avocates, notre technicienne juridique, c'est les 2 cliniciennes. C'est des filles avec qui je travaille à tous les jours. Fait que c'est sûr que cette équipe-là, pour moi, c'est un immense facteur de protection. Ça me permet de continuer. J'ai la chance d'être dans une équipe qui finit ses phrases, qui est là l'une pour l'autre. C'est comme... le plus grand facteur de protection à l'isolement qu'on pourrait pas avoir, qui comprennent, à qui on n'a pas besoin d'expliquer, qui sachent c'est toujours un espace sécuritaire. Ces femmes-là sont toujours un espace sécuritaire. Puis sinon, je dirais quand même j'ai beaucoup dans les rédactions. Mon facteur de protection va être beaucoup dans mes rédactions de plaidoirie, dans mes rédactions de contre-interrogatoire. Sentir que j'ai quelque chose, quand tu sens que tu as un bon morceau. Là. Ben, le facteur de protection, c'est dans quelque chose que tu contrôles aussi. Puis, ben, rédaction puis un bon morceau, c'est pas mal le summum du contrôle, je dirais. Absolument. C'est comme surtout, puis j'en ai déjà parlé, du contre-interrogatoire qui donne une belle reprise de pouvoir à la personne requérante. Mais, je veux dire, c'est précieux, là, leur visage quand elle voit qu'il va y avoir contradiction, qu'il va y avoir une reconnaissance de la violence ou qu'il va y avoir quelque chose qui fait tellement pas de sens pour eux. C'est précieux pour elle aussi que je confronte les hommes avec leur... Est-ce que ça, vous souvenez-vous quand ça s'est arrivé? Est-ce que pour vous, ça, c'est de la violence? Est-ce que c'est comme des réalisations, pas aux parties adverses, malheureusement encore, mais c'est des réalisations aussi pour la personne requérante de se faire valider que toutes ces actions-là constituent des actes de violence. C'est vraiment cette reprise de pouvoir-là des personnes requérantes aussi en est un facteur de protection que je contrôle moins, mais qui m'apporte tout autant, sinon plus. Là. Puis sinon, ben, un facteur de protection, ça peut être... dans le très micro, là, s'acheter une poutine pour l'heure du dîner. Prendre un bon verre de vino. Aller prendre une marche sur l'heure du midi aussi. Ça en fait partie. Faire un cours de pilates. Prendre soin de soi, c'est tellement, tellement important pour... puis prendre soin de soi qui va nous permettre de déconnecter aussi. Puis de vraiment... Pas dans l'ésotérie, là, vraiment prendre soin de soi. Là. Mais comme je veux dire, tu sais, c'est pas prendre soin de soi si aller sur l'heure du dîner, marcher, tu penses à tes dossiers. Ah non. T'écoutes un podcast sur la violence, par exemple. Voilà. Ou, écouter une télésérie. Moi, je me retape tous les Grey's Anatomy. C'est un très bon facteur de protection. Oui. Harry Potter aussi. Aussi, c'est un très bon facteur de protection. Puis je pense la complicité puis l'amour de s'entourer de tout ça, c'est essentiel. De s'entourer de personnes qui ont envie de t'accompagner dans ton quotidien difficile. Qui comprennent pourquoi tu fais les choses que tu fais, puis pourquoi tu donnes autant à ton travail. Assurément. Roxane, ça a été... Ben, c'est sûr que c'est un plaisir. Toujours. Je vais dire un petit privilège qu'on puisse avoir une
une discussion comme ça ce matin. On s'entend que dans notre quotidien, ça arrive un peu moins au travail. J'espère qu'il y aura un petit peu de lumière sur ton chemin prochainement. Puis tu sais quoi, quand tu auras envie de me répondre que ça va super bien en ce moment, on se refera un petit jury balado. Question d'offrir cette lumière-là aux personnes qui nous écoutent, puis aux avocats puis aux avocates qui ben, elles aussi, ont peut-être envie de dire « Aïe, c'est vraiment difficile en ce moment, puis j'ai peut-être envie de quitter le bateau. » Ben, moi, mon souhait, c'est qu'il ait envie de rester sur l'eau. Tout à fait. Qu'il ait envie d'essayer d'autres choses avant de partir aussi. Ouais. C'est la première fois que vous entendiez les mots facteurs de protection. C'est le bon moment de les utiliser. Je vous invite à écouter un podcast sur le micro self-care pendant votre marche sur l'heure du dîner. Merci, Roxane. Merci à toi, Justine. Si ce balado a suscité votre intérêt, piqué votre curiosité, semé une graine dans votre esprit pour pratiquer différemment, on vous invite à écouter nos autres contenus de formation, disponibles sur le site Internet de Jurypop. Ce balado est entièrement financé par le ministère de la Justice du Québec.